de décrire les caractéristiques phénotypiques de nos patients. Le tableau présenté devant vous est un résumé des manifestations cliniques et immunologiques majoritaires retracées dans les dossiers cliniques. Mais s'ajoutent bien sûr d'autres caractéristiques telles que la rétention des dents, des dents primaires, surtout chez les formes sévères. Donc, commençons par le premier cas clinique, c'est la petite Selma, âgée de 13 ans, présentant un score de 60 points, antécédent familial, pas de consanguinité, suivi depuis le mois d'août 2016 à l'hôpital d'enfants. Le phénotype, c'est vraiment un front et menton prominent, un grand nez avec un hypocratisme digital. Les caractéristiques immunologiques et infectieuses, donc elle présente une éruption cutanée dès la naissance, un eczéma du visage et cuir-chevelure sévère, des absédations cutanées résidiviantes, un abcès froid présent au niveau de la main, une candidose mucutanée et surtout la présence d'un muguet. C'était pris lors de la consultation du mois 11 en 2016. Elle présente des pneumonies à répétition depuis l'âge de 6 mois et surtout 3 épisodes et 5 ans et en calculant 3 épisodes presque chaque année. Donc, les formations de pneumotocèle, les résultats de la radiographie, elles montrent une dilatation des branches sous signe de surinfection avec troubles de ventilation, les rétentions de dents primaires et surtout un titre des IgE supérieur à 2000 avec un taux d'eosinophilie de 430 cellules par microlitre. Donc, elle s'est présentée la semaine dernière au niveau du service. En présentant un peu au niveau extérieur des cils oculaires, une langue géographique témoignant d'une candidose buccale, une pyodermite au dos, une dermite séborique à la nuque et une cuir-chevelure présentant des germes. Donc la patiente se porte normale sans aucune autre complication. En questionnant la maman, elle présentait des pics fébriles, chose qu'elle n'était jamais rapportée. Donc le deuxième cas clinique, c'est Halima, âgée de 9 ans, parent consanguin de premier degré. Elle présente des pyodermites récurrents, des abcès, un dosage d'immunoglobuline 804 micro-unités par litre, rétention de dents primaires. Et là, il y a les résultats de la radiographie. Donc, avant-hier, elle s'est rendue au service avec une souffrance au niveau, en souffrant de cicatrices de pyodermite, donc la photo 1, une chélite, c'est au niveau de la photo 2, des eczémas, des dermatites infectées, des abcès subcutanés sans fièvre et des rétentions des dents primaires. Donc le troisième cas, c'est la petite Fatem Zahra, âgée de 16 mois. Le motif d'hospitalisation, c'était lésions cutanées sur dermatite atopique. Les antécédents consanguinité. Surtout, elle est suivie depuis l'âge de 2 mois pour dermatite atopique, traitée par antihistaminique et une corticothérapie locale. L'examen clinique, il était fait. Examen cutano-myco, il présente des placards érythémateux, inflammatoires avec des éléments d'âge différents sur un visage congestif, des pustules nécrotiques et hémorragiques, des lésions croûteuses, lobe de l'oreille plus visage, le tronc, la racine des membres supérieurs respectant les piles, et une alopsie. Donc les diagnostics évoqués, tout d'abord c'était des surinfections virales, donc le syndrome de Kaposi, ou bactériennes. Les bilans biologiques ils étaient faits, NFS avec la CRP, un sous-typage lymphocytaire montrant un taux élevé de T4 et de lymphocyte B. Donc après le diagnostic retenu suite aux discussions élaborées au stade d'immunologie clinique au service de pédiatrie, c'est un syndrome d'hyper-IgE. Donc l'étude génétique. L'étude génétique, c'est le deuxième volet de ma thèse. Il concerne l'élaboration et la détermination des mutations au niveau du gène responsable de la maladie, le stade 3. Ce stade 3, le gène il est situé au niveau du chromosome 17, connu par le nom de sa protéine, qui est le signal, qui est le transducteur de signal et activateur de transcription, qui sert de médiateur aux réponses cellulaires aux interloqués. Donc la relation entre le stade 3 et l'hyper-IgE, elle était mise en évidence dans de nombreuses publications, dont 2 qui sont très importantes, qui décrivent vraiment cette corrélation. Une étude récente publiée en 2016
chez une population, chez 11 patients mexicains qui ont été diagnostiqués cliniquement avec ce syndrome. Cette étude montre l'activité fonctionnelle du stade 3 et la découverte phénoménale de 2 mutations dans le domaine de liaison à l'ADN du stade 3. Donc, c'est une mutation de substitution faux sens, c'est-à-dire si le nucléotide il change, donc l'acide aminé il change, d'où on est devant une nouvelle protéine. Donc là, c'est l'acide aminé A, adénine, qui a été à la position 58 891, remplacé par la T, thymine, en position 59 087. Donc la mosaïque de nouvelles mutations trouvées, le patient 4 présente un niveau d'IgE normal, des pneumonies, un eczéma modéré, des abcès cutanés, une candidose au niveau des angles, des fractures dans le dos à 2 reprises, une rétention des dents, un palais élevé, un visage caractéristique. Le patient 5, un IgE, un dosage des immunoglobulines qui dépasse 2000 unités par ml, des pneumonies, un nombre élevé des ionophilies supérieur à 800, eczéma sévère, candidose, ainsi qu'un palais neutre. Donc le patient numéro 6, aussi un titre élevé de IgE, des pneumonies, le pneumotocèle est bien là, un nombre élevé d'ionophilies, l'eczéma aussi au niveau du visage. Le patient 10, c'est les cellules TH17 qui étaient normales, une IgE supérieure, eczéma modéré, des abcès cutanés, une candidose, un palais élevé et aucun visage caractéristique. Donc dans l'ensemble, les résultats de cette étude acquièrent les rapports sur les mutations associées au syndrome hyper-IgE décrite précédemment, et les 2 nouvelles mutations trouvées dans cette étude ont été trouvées être véritablement délétères, c'est-à-dire mortelles pour les patients qui souffrent de cette mutation. Le diagnostic est déterminé, c'est-à-dire il se base sur le score INH cliniquement, ainsi que détermination de la séquence d'ADN, et surtout elle pourra être poussée par une cytométrie en flux, en cherchant le PI 705. Et merci pour votre attention. Merci Madame Verdige, une communication quand même qui est assez intéressante. J'espère que ce travail va aboutir à l'échelle nationale, parce que quand même je m'attendais encore à une étude en dehors de CHU de Rabat, et donc si vous pouvez la généraliser, ça serait une bonne chose, comme ça on pourrait avoir une oui, idée, normalement on va discuter avec l'équipe de CASA. À l'échelle nationale. Merci. Merci beaucoup. Ok, y a-t-il des questions concernant les 2 communications que nous venons d'écouter? Tout d'abord, celle du Dr Regawi. Alors, y a-t-il des questions? Déficit complet de récepteur d'interféron gamma avec le paramécéchite compliqué de HLH. Donc, justement, comme le vaccin par le BCG se fait précocement, oui. À 3 semaines, c'est ça, à 15 jours, comment on peut justement suspecter ce déficit? On peut le suspecter. Donc, dès la naissance? Absolument, oui. Alors, comment on peut? En fait, l'éviction qui a été rapportée par rapport à la vaccination, c'est par rapport à la fratrie. Parce que l'enfant il est déjà vacciné, a fait sa complication, il n'y a rien à faire. Mais pour tout nouveau-né qui vient dans cette famille, interdiction de BCG jusqu'à exploration et dire comme quoi il n'y a pas de mutation ou il y a une mutation comme ça. De toute façon, on a maintenant chaque malade qui vient, ses parents ils sont bien sensibilisés sur ce point. Chaque nouveau-né, il y a un J15 de lui sans vaccination, sans rien, pour un examen, pour des prélèvements, pour être sûr. Des fois, on a des réticences, des familles qui nous cachent les naissances. Ah bon? Et puis, oui, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la maladie, ils ont peur d'un autre diagnostic, et des fois, on a des problèmes. Ah oui, avec des complications carrément. Et chose que je voulais rajouter, juste par rapport à l'absence de granulome quand on fait une biopsie. Alors là, c'est un signe de gravité. Et en général, on cherche l'absence de l'interféron gamma ou du récepteur de l'interféron gamma. Par contre, sur le récepteur de l'interleukine 12 ou l'absence de l'interleukine 12 lui-même, alors on trouve ce granulome, cette organisation qui est là. Parce que le granulome, c'est une sorte de défense. Oui, justement, c'est ça. Donc, s'il est absent, ça témoigne du déficit. Du déficit qui est le plus grave, qui est l'interféron, le gamma ou son récepteur. Mais en général, le traitement, c'est la greffe de moelle
Alors, par contre, pour le récepteur bêta 1 de l'interleukine 12, le malade il peut vivre s'il est bien traité pour sa BCG, il a des bons pronostics, il peut faire des salmonelloses de temps à autre, mais il n'y a pas vraiment une prophylaxie ou un traitement à base de la greffe de moelle. Il y a maintenant des malades qu'on a dans la série qui évoluent bien sans problème. Une fois la BCG est bien traitée. Parce que le problème, le challenge, c'est de garder ce traitement parce qu'on a des problèmes avec les centres de santé qui délivrent le traitement. On a maintenant des traitements qui sont très prolongés, 1 an et demi. Et là, ils disent que c'est pas une tuberculose, ils ne connaissent pas très bien. Donc on a un effort à faire par rapport à la sensibilisation pour qu'ils gardent le traitement. Et la pyrazinamide, elle n'a rien à faire ici parce que le BCG, il est résistant. C'est une quadrithérapie et il faut chercher toutes les autres localisations. Donc, alors si on peut résumer, donc, le message, c'est devant toute BCG, il faut la biopsie. Il faut la biopsie et il n'y a pas de granulome, il faut faire le bilan. Et même, c'est-à-dire s'il y a un granulome, il faut faire le bilan. Parce que la présence ou l'absence, il nous oriente juste par rapport au quel déficit il y a. Mais c'est-à-dire même s'il y a un granulome, il faut éliminer en premier bien sûr un VIH ou un KID sur la population de l'hémoglobine et après faire un DHR test pour éliminer tout ce qui est granulomatose chronique qui est pourvoyeuse aussi de cette complication. Et à la fin, si on n'a rien, c'est l'exploration de l'interleukine 12 interféron-gamma, c'est l'axe. Merci Madame Hussein. Alors la communication suivante, c'est qui vient d'être présentée par Madame Labouche. Est-ce qu'il y a des questions concernant son travail qui était vraiment passionnant? Vous travaillez avec Madame Hafid. Exactement. Je voulais juste signaler que en fait, son travail, c'est la première plateforme au Maroc qui fait la recherche de mutation stable. Ah bon? Araba, il vient de commencer depuis janvier. On n'a pas encore de résultats. Non, mais j'ai les premiers extraits de l'ADN, donc en attendant d'amener le PCR et pour le séquençage, ça sera tout le génome, c'est-à-dire pas que les exons. Parce que la bibliographie, elle décrit que certains. De nouvelles mutations. Exactement, et que des exons. Donc là, je compte travailler sur tout le génome parce qu'on pourra trouver au niveau des zones introniques et lors de l'épissage de la maladie. Déjà maintenant, le déficit en stade 3. Comment on l'a dit? C'est-à-dire, on a déjà des cas ici qu'on suit avec la pédiatrie de syndrome hyperrégion. On a même présenté sous forme de thèse. Mais madame, vous avez au phénotype. On est en contact avec les patients, c'est vraiment un phénotype. Bien sûr. C'est typique. C'est typique. Bah, c'est ça, c'est le syndrome de Joe. Au buclé, qu'on appelait un certain nombre, le syndrome de buclé, le visage est vraiment caractéristique. La buclé avant, c'était l'appellation classique. Caractéristique, donc, mais pas dans toutes les formes de déficit, de syndrome hyperigéeux. Non, madame. Parce que par exemple, d'après les remarques, j'ai pu conclure, par exemple, pour certains patients, elles ont plus ou moins des manifestations cliniques, mais il n'y a pas le caractère, le facial. Et d'autres, non, d'autres c'est l'inverse. D'autres c'est typiquement, mais au niveau dermato, c'est rare de trouver des eczémas ou des dermatites. Il n'y a pas de retard mental en votre série? À vrai dire, deux cas. Pour le retard mental, voilà, j'ai remarqué 2 patientes, il y avait un garçon et une fille. Donc, ça, c'est parmi aussi. Oui, parmi les critères. Parmi les critères. Non, Vous parmi n'allez madame. pas vous intéresser au DOC8 parce que je vois que Si, monsieur, le madame, troisième cas, il est très probablement un DOC8. plutôt C'est parce que qu'un c'est la forme récessive. Là, je travaille sur la forme. Oui, mais c'est-à-dire selon le phénotype, c'est Ouais. ce qui fait des infections assez graves. Et le DOC8, il est classé. C'est un syndrome hyperigénie, il est classé plutôt dans les kits que dans les médicaments. Tu veux dire le liquide ban? Non, la médication DOC8. Ah, Donc, c'est ça donne la forme Et d'ailleurs, même les manifestations dermatologiques diffèrent selon la forme. La forme, donc ça, vous aurez plus de l'information dans l'autre. Le DOC8, c'est surtout des Il y infections. en a des aussi un cas. Oui, J'ai un cas que je n'ai pas présenté, c'est un cas d'un petit qui s'appelle normalement Wassim. Et là, c'est vraiment frappant parce que le papa, quand j'ai retracé son histoire, il souffrait
ces manifestations, ainsi que le petit son frère. Donc là, c'est vraiment une famille qui est très riche, mais je la laisse de côté parce que je pense que c'est elle que j'aurai les références. Merci. C'est très bien. Vous n'avez pas d'autres questions concernant ces communications? Donc on va absolument passer aux communications suivantes. Et ce sera donc l'équipe de dermatologie en collaboration avec l'équipe de Sibosfera. Et c'est docteur Razana Pinara Replika, c'est ça. Je ne me suis pas trompée. Alors donc, il va nous parler un petit peu de psoriasis chez l'enfant contre-inflammatoire. Vous êtes de quel pays? De Madagascar. Merci madame, chers maîtres et chers collègues. Permettez-moi de vous présenter quelques cas cliniques recensés dans notre service. Des cas de psoriasis pustuleux généralisé chez l'enfant. S'agit-il d'une pathologie auto-inflammatoire? Alors, je vais présenter 4 cas qui ont en fait des similitudes cliniques, biologiques et histologiques. Sur le plan clinique, ce sont des enfants qui ont présenté tous un érythème généralisé avec des pustules non folliculaires, parsemées de pustules non folliculaires, stériles, avec des squames, des fines squames avec atteinte du visage et du cuir chevelu, des notions d'arthralgie inflammatoire mais sans épanchement ni limitation articulaire. Et sur le plan biologique, ce sont des enfants qui ont été admis avec un syndrome inflammatoire biologique. Et sur le plan histologique, ils avaient tous presque le même résultat. C'était en fait des critères histologiques en faveur d'un psoriasis pustuleux. La première observation était un patient de 7 ans, un jeune garçon de 7 ans qui avait une notion de consanguinité parentale avec un antécédent de psoriasis vulgaire et une tante maternelle qui est suivie pour psoriasis pustuleux. La deuxième observation était un garçon également âgé de 4 ans mais sans notion de consanguinité. La troisième était une petite fille de 3 ans sans notion de consanguinité et le quatrième patient était un patient âgé de 7 ans sans notion de consanguinité mais avec un antécédent familial de psoriasis pustuleux également chez la sœur. Sur le plan clinique, comme on a dit, c'était une éruption pustuleuse généralisée sur une base érythémateuse, parsemée de pustules non folliculaires, stériles au prélèvement bactériologique, avec atteinte du visage et du cuir chevelu, et avec une fièvre à 39-40 degrés et des notions d'arthralgie inflammatoire sans pour autant des épanchements articulaires. Alors nous, on a conclu un psoriasis pustuleux généralisé devant chez 2 de nos patients un antécédent de psoriasis sur le plan clinique caractéristique et l'histologie qui a appuyé le diagnostic. L'évolution de ces patients. Alors ces patients ont bien évolué sur le plan cutané après traitement de leur psoriasis, c'est-à-dire sous acitrétine à un dosage de 0,3 mg par kilo par jour et un traitement local à base de dermocorticoïdes. Mais on note que chez ces patients, on avait des pics à 39-40 de fièvre, mais sans pour autant un foyer infectieux individualisé. Tout le bilan infectieux était revenu négatif. On n'arrivait pas à localiser des foyers infectieux. 6 mois plus tard, par contre, sous le même traitement, sous acitrétine et traitements locaux, ces patients ont bien évolué, comme témoignent les photos qu'on voit. Alors pourquoi ces observations? Déjà parce que le psoriasis pustuleux généralisé chez l'enfant est très rare. Mais aussi, on a retrouvé qu'il y a dans le déficit en interleukine, au récepteur antagoniste de l'interleukine 36, on a la même symptomatologie, c'est-à-dire une notion de consanguinité, le début dans l'enfance, une éruption pustuleuse généralisée avec une fièvre et un syndrome inflammatoire biologique, ou bien s'agit-il d'un chevauchement d'ITRA, ou bien le déficit en récepteur antagoniste de l'interleukine 36 et le psoriasis pustuleux généralisé. L'étude génétique est en cours chez nos patients actuellement. Si on revoit un petit peu le psoriasis pustuleux généralisé, c'est en fait une pathologie inflammatoire qui est rare, chronique,
caractérisée par, cliniquement, comme on a dit, une pustulose généralisée, une fièvre et peut atteindre les organes, mais la pathogénicité de la pathologie est encore mal comprise, mais suggère que c'est multifactoriel. Notamment, l'interleukine 36, le récepteur antagoniste de l'interleukine 36 est incriminé dans la physiopathologie du psoriasis pustulo généralisé, vu que c'est une cytokine inflammatoire sécrétée par les kératinocytes. Donc, est-ce qu'il s'agit d'emblée, est-ce qu'il peut entrer dans le cadre d'un DITRA? Le DITRA, qui est en fait le déficit en récepteur antagoniste de l'interleukine 36, est une pathologie, une mutation de transmission autosomique récessive, mutation du récepteur antagoniste de l'interleukine 36, qui a été retrouvée dans une étude tunisienne en 2011 dans des cas familiaux de psoriasis pustulo généralisée et qui débute généralement dans l'enfance, avec une récurrence d'éruptions pustuleuses généralisées, une fièvre, une malaise, une asthénie, avec plus ou moins atteinte des autres organes. Généralement, le pronostic vital est engagé par rapport aux infections récurrentes également. Et sur le plan histologique, on a des caractéristiques du psoriasis pustuleux. Pour conclure, le psoriasis pustuleux généralisé est une pathologie multifactorielle. Pensez au DITRA devant une éruption pustuleuse généralisée, une consanguinité parentale, devant des cas familiaux et le début surtout dans l'enfance, et donc l'intérêt d'investir dans la recherche de la mutation du récepteur antagoniste de l'interleukine 36 chez nos patients marocains. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Des choses très rares, je pense. Alors, donc, avant de la discussion, je préfère faire un tour au JDA avec la communication de Dr Zahiri. Alors, donc, c'est l'équipe de Mme Ajiba qui va nous faire l'honneur de présenter une petite série de 16 cas concernant la maladie de Kawasaki. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter les résumés du travail de notre service intitulé La maladie de Kawasaki à propos de 16 cas. Pour cela, on va aborder le plan suivant. Puis, pour l'introduction, il faut savoir que la maladie de Kawasaki est une vascularite aiguë fébrile qui touche avec prédilection l'enfant et surtout le nourrisson. C'est une vascularite multisystémique d'étiologie inconnue qui résulte probablement de l'exposition à un agent étiologique ou environnemental avec une prédisposition génétique. C'est la seconde vascularite la plus fréquente de l'enfant après le purpura rhumatoïde. Pour le diagnostic, elle est surtout clinique. Pour l'instant, il n'existe aucun marqueur biologique spécifique de la maladie. Les critères cliniques comprennent une fièvre persistante plus de 5 jours avec la présence d'au moins 4 signes cliniques sur les 5 suivants, qui sont la modification des extrémités, l'exanthème, l'hyperémie conjonctivale, les modifications des lèvres et de la cavité buccale avec les adénopathies cervicales. La confirmation du diagnostic clinique impose l'instauration d'un traitement intraveineux par immunoglobuline humain avec de l'aspirine à dose anti-inflammatoire. Les complications et la mortalité liées à cette affection sont principalement dues à l'atteinte cardiaque, survenant sous la forme de dilatation ou d'anévrisme des artères coronaires. Il faut savoir que la maladie de Kawasaki est la première cause de l'IDM chez l'enfant. Le but de ce travail est d'étudier les profils épidémiologiques, cliniques, paracliniques et évolutifs de la maladie et d'élucider l'atteinte cardiaque dans le cadre de la maladie de Kawasaki. Arrivons au chapitre matériel et méthode. Nous avons étudié de manière rétrospective les dossiers des malades hospitalisés au sein du service de pédiatrie générale du CHU Mohamed VI Oujda, avec une durée de 30 mois allant du janvier 2015 au juillet 2017. Pour la réalisation de ce travail, nous avons établi une fiche d'exploitation. 16 patients ont été colligés pour notre étude. Pour les résultats, on va commencer par l'étude épidémiologique. L'âge de nos patients varie entre 4 et 41 mois, avec une moyenne d'âge de 22 mois. On note, comme vous voyez dans le diagramme, la tranche d'âge la plus touchée entre 12 et 24 mois.
avec 57,5%. On note une nette prédominance masculine. En effet, 75% de nos patients sont de sexe masculin, alors que 24% sont de sexe féminin, avec un sexe ratio de 3. Pour l'étude clinique et paraclinique, le signe d'appel le plus constant chez tous les malades est la fièvre prolongée. Mais pour l'adénopathie cervicale, n'a été observée que chez un malade. Voilà, c'est une image d'un exanthème morbilliforme du tronc, une image d'un érythème palmaire avec une desquamation au niveau des bouts des doigts, et une autre image d'un œdème avec exanthème du pied, c'est l'image du kéylite. Donc un exanthème morbilliforme des deux membres inférieurs et le signe pathognomonique, l'érythème du siège avec les desquamations. C'est une image d'un rash cutané fébrile qui était diagnostiqué initialement comme un urticaire, mais le patient a complété ultérieurement les autres signes cliniques de la Kawasaki et elle a été traitée comme telle. La moralité, il faut toujours penser devant un urticaire fébrile à une Kawasaki. Pour l'examen biologique, à la NFS, les plaquettes n'étaient pas toujours augmentées à l'admission. Par contre, durant l'évolution, on a pu trouver une thrombocytose. Pour le syndrome inflammatoire, il était toujours présent chez tous nos patients. Pour le TT, il était normal chez 78% des cas, alors qu'on a noté 2 cas d'épanchement péricardique et 1 cas d'anomalie valvulaire et un autre d'anévrisme coronarien. Voilà, c'est une écho-cœur d'un nourrisson de 4 mois avec une dilatation de la coronaire gauche de 9 mm. Donc, ce nourrisson, il a consulté avec un délai de 30 jours pour une éruption fébrile. Pour le traitement, on a d'abord pour les immunoglobulines intraveineuses, dans notre série, le délai moyen d'administration des immunoglobulines était compris entre 7 et 35 jours, avec une moyenne de 18 jours environ. 3 malades ont reçu le traitement dans les 10 premiers jours. Pour l'aspirine, tous nos patients ont reçu l'aspirine à dose anti-inflammatoire, bien sûr. Pour l'évolution était favorable chez 15 malades. Elle est marquée par l'amélioration progressive de l'état général. Un cas avait une Kawasaki compliquée d'anévrisme géant des 2 coronaires qui ont évolué vers une légère diminution de la taille et la disparition de l'épanchement péricardique. Arrivons au chapitre discussion. Un petit rappel, comme ça a été déjà dit, c'est une vascularite multisystémique aiguë fébrile. C'est actuellement la première cause de la cardiopathie acquise de l'enfant. Pour qui dit physio-pas, dit cause et conséquences. Pour les causes, l'étiologie de cette vascularite aiguë demeure cependant inconnue. Alors, pour les conséquences, elle touche essentiellement les artères de moyen et de gros calibre, avec un tropisme électif pour les artères coronaires, avec un risque d'anévrisme coronarien en cas de retard du traitement. Pour les données épidémiologiques, alors la maladie de Kawasaki est une pathologie dont l'incidence est moyenne dans notre contexte. Ceci peut être constaté sur le nombre non négligeable de cas, 16 cas, qu'on a pu recueillir sur une période de 30 mois pour un centre hospitalier qui prend en charge la région de l'Oriental. L'incidence réelle de la maladie de Kawasaki reste inconnue dans notre pays. Pour l'étude clinique, il existe plusieurs formes cliniques de cette maladie. On a la forme typique, complétant les signes cliniques typiques de la maladie, et la forme atypique ou incomplète, avec une fièvre isolée élevée, nombre limité de critères majeurs de la maladie et existence éventuelle d'une complication cardiaque. Voilà, c'est un tableau comparant notre série avec la littérature et on montrait la présence de fièvre prolongée qui était présente chez tous nos patients, concordant avec la littérature, alors que le signe le moins fréquent, c'était les adénopathies cervicales et concordant avec les autres données de la littérature. Pour l'étude paraclinique, le bilan biologique, comme ça a été déjà dit, le diagnostic est toujours surtout clinique. Il n'existe aucun marqueur biologique inflammatoire spécifique du diagnostic. Le syndrome inflammatoire est quasi constant. Une leucocyture amicrobienne est constante et évocatrice. Pour le bilan radiologique, alors l'atteinte cardiaque, dans notre série, on a noté 2 cas d'épanchement péricardique. Dans la littérature, les taux d'atteinte coronarien retrouvés sont variables. Certaines sont moins importants que les nôtres, alors que d'autres sont plus élevés.
Pour la prise en charge thérapeutique, comme c'est déjà connu, on a d'abord l'hospitalisation est systématique à la phase aiguë. Elle permet une prise en charge thérapeutique optimale ainsi que la surveillance et le dépistage de traitements des formes graves. Le seul traitement consensuel est l'administration d'immunoglobuline polyvalente. L'aspirine est prescrite en phase aiguë à dose anti-inflammatoire. La surveillance est avant tout échographique. Une échographie cardiaque est réalisée au moment du diagnostic, puis 2 semaines plus tard. En cas de complications cardiovasculaires, un suivi spécialisé doit être réalisé avec des examens d'imagerie adaptés. Pour conclure, il faut savoir que c'est une vascularite multisystémique atteignant avec prédilection le nourrisson et le jeune enfant, affecte principalement les vaisseaux de moyen calibre. Le diagnostic est avant tout clinique. En cas de retard diagnostique et du traitement, le risque est surtout attribué à des complications cardiovasculaires, essentiellement coronariennes. Et merci pour votre attention. Merci, Dr Zahiri. Alors, il y a la personne qui devait une communication sur la prise de génétique aux infections fongiques à propos d'un cas, Dr Assès. Est-ce qu'elle est là? D'accord. Donc, nous allons l'écouter avant d'ouvrir la discussion pour les 3 communications. Donc, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter notre travail sur la prédisposition génétique aux infections fongiques à travers un cas clinique qui est hospitalisé chez nous à l'hôpital d'enfants de Rabat. Donc, il s'agit d'un nourrisson de 15 mois, fille unique, admis initialement pour prise en charge d'un retard staturopondéral. Pour les antécédents, donc la période néonatale est passée sans incident. Elle était sous allaitement mixte diversifié à l'âge de 6 mois, avec un retard des acquisitions motrices, notion des épisodes de diarrhée intermittent, notion de bronchopneumopathie et des infections mycosiques à répétition. Donc la vaccination était à jour selon le programme national d'immunisation. Pour les antécédents familiaux, pas de notion de consanguinité ni de cas similaires dans la famille. Donc l'histoire de la maladie remonte à l'âge de 6 mois par la constatation de la maman d'une stagnation staturopondérale associée à des épisodes de fièvre intermittente. Donc l'examen clinique à son admission trouve un nourrisson conscient, apéritique, stable sur le plan hémodynamique, avec un retard staturopondéral manifeste. Donc le poids il était à moins 3 déviations standard, la taille moins 3 déviations standard, ainsi que le périmètre crânien. Donc l'examen cardiovasculaire, pleuropulmonaire et abdominal, elles étaient sans particularité. Par contre, l'examen cutaneux muqueux a objectivé des lésions érythémato-vésiculeuses prurigineuses au niveau du tronc, associées à des lésions dipigmentées au niveau des membres inférieurs, faisant évoquer en premier lieu un pityriasis versicolore associé à un muguet buccal. Donc au total, c'est un nourrisson de 15 mois ayant comme antécédent des bronchopneumopathies à répétition avec des épisodes de diarrhée et des infections mycosiques à répétition, admis pour prise en charge d'une stagnation staturopondérale et chez qui l'examen clinique a objectivé un retard staturopondéral manifeste avec des lésions mycosiques. Donc pour les diagnostics à évoquer, on a évoqué en premier lieu la mycoviscidose vu la symptomatologie respiratoire et digestive, la maladie cœliaque vu que le retard staturopondéral a été constaté après la diversification, une hypothyroïdie à ne pas éliminer devant le retard staturopondéral et le retard des acquisitions motrices ou un terrain de déficit immunitaire. Donc sur le plan radiologique, on a demandé une radiographie thoracique de face qui est revenue normale. La TDM thoracique a objectivé une petite dilatation des branches bilatérales. Sur le plan biologique, la numération a trouvé une petite anémie hypochromicrocytaire avec une légère hyperleucocytose, un taux de PNN des lymphocytes et des monocytes normal, absence des eosinophiles. Donc sur l'ionogramme, il n'y avait pas de signe de malabsorption. La fonction hépatique et rénale, elle était normale. Dans le cadre de la mycoviscidose, on a demandé un test de la sueur qui est revenu négatif. Pour éliminer une maladie cœliaque, on a dosé les anticorps antitransglutaminases qui sont revenus normales. On a complété par une fibroscopie œsogastro-duodénale qui a objectivé une œsophagite associée à une bulboduodénite, avec à la biopsie jejunale une jejunite interstitielle sans atrophie vélositaire. Par contre, la biopsie œsophagienne a trouvé une œsophagite aiguë exulcérative mycosique. Donc l'âge osseux il était à 8 mois, le bilan thyroïdien il était normal, donc on a éliminé une hypothyroïdie et on a commencé à explorer le terrain immunitaire. Donc la sérologie HIV est revenue négative, le dosage des immunoglobulines et le sous-typage lymphocytaire normal, un dosage des IgE qui est revenu normal, un test d'explosion oxydative des PN a été demandé et il est revenu normal. Donc la biopsie cutanée, on n'a pas pu malheureusement identifier un germe et l'étude génétique elle est toujours en cours. Donc, on a mis le malade initialement sous traitement antifongique en intraveineux avec une antibiothérapie prophylaxique avec une bonne évolution. Donc, on va parler sur la prédisposition génétique aux infections fongiques. Généralement, les infections fongiques,
survient chez des patients ayant des facteurs favorisants, soit un terrain d'immunodépression acquise ou iatrogène, soit un déficit immunitaire cellulaire et ou humoral. Mais certaines infections fongiques surviennent chez des patients sans facteur de risque connu et sans autres pathologies infectieuses associées. Donc une hypothèse a été établie qui part des porteurs d'un défaut monogénique qui altérait spécifiquement la réponse immunitaire vis-à-vis du champignon à l'origine de l'infection. On va parler de deux entités, la granulomatoseptique chronique et la candidose cutanéo-muqueuse chronique. La granulomatoseptique chronique est un déficit immunitaire primitif familial et rare dû à un défaut du métabolisme oxydatif des PNN, des monocytes, des macrophages et des eosinophiles. Et se caractérise par des infections bactériennes et fongiques répétées et la formation des granulomes avec une atteinte polyviscérale et se révèle habituellement avant l'âge de 5 ans, mais peut être diagnostiqué à l'âge adulte. Parmi les micro-organismes responsables se trouvent des agents infectieux fongiques dont le plus fréquent reste le genre Aspergillus. Et pour les agents infectieux bactériens, c'est surtout le staphylocoque doré. L'atteinte cutanée est souvent retrouvée dans le passé infectieux et elle est fréquente au moment du diagnostic. Les lésions cutanées, généralement, sont des lésions eczématiformes sointantes. Le diagnostic paraclinique fait appel à plusieurs examens fonctionnels et biochimiques, mais l'étude génétique reste indispensable pour confirmer le diagnostic. Le traitement est basé sur une antibiothérapie et des antifongiques en prophylactique. L'allogreffe de la moelle osseuse reste le seul traitement radicalement curatif, mais la thérapie génétique semble être un traitement d'avenir potentiel. Donc on va passer à la candidose cutanéo-muqueuse chronique qui est caractérisée par des infections persistantes ou récurrentes de la peau, des ongles et des muqueuses par les champignons dont le plus fréquent reste le Candida albicans, associé soit à un défaut d'infection à d'autres infections opportunistes, soit à un tableau auto-humain, soit il peut être finalement isolé. Donc c'est un schéma qui représente l'immunité contre le candida. Donc la reconnaissance de Candida albicans entraîne la reconnaissance du Candida albicans par les cellules épithéliales entraîne une sécrétion des cytokines pro-inflammatoires, donc surtout l'interleukine 6 et 23, qui vont stimuler les lymphocytes T en entraînant une différenciation des lymphocytes T et pour sécréter les interleukines 17 qui jouent un rôle dans l'immunité contre le candida. Donc, on va parler de 4 anomalies génétiques qui ont été identifiées jusqu'à présent. Donc, l'anomalie de l'interleukine 17 et de son récepteur. Ces anomalies sont décrites par des mutations du gène interleukine 17RA et interleukine 17F. Ces deux nouvelles entités démontrent l'implication de cette cytokine dans l'immunité anti-candida. À noter la description d'une mutation du gène CARD9 qui est impliquée dans la production de l'interleukine 17. La deuxième mutation, c'est l'anomalie de fonction dans le gène STAT1. C'est la plus fréquente étiologie génétique. Ces mutations engendrent une hyper-réponse aux interférons de type 1-2 qui inhibent la différenciation des lymphocytes T sécréteurs de l'interleukine 17. La troisième, c'est l'anomalie de fonction dans le gène STAT3. C'est le syndrome d'hyper-IgE qui est cliniquement associé à un eczéma sévère avec des infections cutanées multiples à staphylocoque, une pneumonie et des anomalies dentaires avec généralement un morphotype particulier. La dernière mutation, c'est la mutation du gène R qui se trouve dans le syndrome polyendocrinopathie auto-humain type 1, associé généralement à une atteinte de la thyroïde, la parathyroïde, les sérénales, etc. Donc, cette susceptibilité aux infections fongiques est attribuée à la présence d'auto-anticorps anti-interleukine 17. Donc, pour une conduite à tenir pratique, on a proposé la conduite à tenir pratique qui a été publiée dans la revue du praticien en décembre 2015. Donc, devant une suspicion d'infection fongique invasive sans facteur de risque connu, il faut rechercher des antécédents personnels ou familiaux d'infection, soit bactérienne, mycosique ou virale. Essayer d'établir un arbre généalogique en recherchant l'origine géographique et la notion de consanguinité et démarrer les explorations de première ligne, à savoir une numération, à la recherche d'une neutropénie, une monocytopénie, une hyperésie unifiée dans le cadre de syndrome d'IgE, dosage des immunoglobulines et le sous-typage lymphocytaire pour explorer le terrain immunitaire. Si tout le bilan est revenu normal, on peut passer aux explorations spécialisées, généralement en fonction du pathogène. Par exemple, il faut chercher des anomalies du l'axe interleukine 12 interféron gamma en cas de cryptococcus ou d'infection à champignons dimorphiques, explorer le gène STAT1 en cas d'infection à champignons dimorphiques, et en dernier lieu, c'est le séquençage de l'exome en cas de négativité des premières explorations.
Ce tableau permet d'orienter notre diagnostic en cas de suspicion d'infection fongique selon le pathogène qu'on a trouvé. Par exemple, si on est devant une infection fongique secondaire à une aspergillose, il faut penser surtout à une granulomatocéptie chronique, un syndrome d'hyper-IgE, un syndrome monomaque, et donc orienter nos explorations spécialisées. Par exemple, si l'infection fongique est associée à la présence d'une pneumocystose, il faut penser d'abord à un déficit immunitaire combiné sévère, une lymphopénie CD4 idiopathique, déficit en CRD9, etc. Donc, selon le germe qu'on a pu trouver chez le patient, on peut orienter nos explorations spécialisées. Donc, en conclusion, la susceptibilité constitutionnelle aux infections fongiques reste un ensemble très hétérogène dont la compréhension progressive apporte un éclairage décisif sur les mécanismes physiologiques de contrôle des infections fongiques. Merci. Merci, Madame Hamassa. Je vois arriver Dr Sarah Bachouch. Est-ce que tu vas présenter ton travail? Oui, alors il faut juste que je penche parce que il faut que je ramène mon PC. Parce qu'il n'est pas encore enregistré sur. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va discuter les 3 observations en attendant. Tu tiens à présenter ton travail. Il est prêt? Oui, il est prêt. Ah ben, tu ramènes ton PC en attendant que nous, on discute les 3 observations. Parce qu'à 10h30, on doit libérer la salle. Alors donc, sans trop tarder, on voudrait savoir s'il y a des questions concernant le travail de l'équipe de dermatologie sur le psoriasis pustule. Voilà, un très bon travail. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Oui, Dr Baral. Est-ce que tu as pu formellement une toxicité type PEH contre la pustulose généralisée chez les patients, surtout pour les 4 patients? D'autant plus qu'on connaît que ces patients, cliniquement, il y a une grande similitude clinique entre le psopustuleux et la PEH. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'observations cliniques qui parlent d'une prédisposition des patients porteurs de psopustuleux à développer des PEH. Il y a même une mutation qui a été chez certains patients entre les communes du récepteur de l'interleukine 36 R1. Est-ce que tu as pu éliminer formellement la PEH chez ces patients? Ce sont en clinique ou histologique ou à la effectivement, oui, il y a beaucoup de similitudes, sauf que les 3 premiers patients n'avaient pas de notion de prise médicamenteuse qui pouvait induire à une PEH. Pour le 4e patient, en fait, le problème chez le 4e patient, c'est qu'il y avait 2 biopsies cutanées. Effectivement, la première biopsie cutanée parlait de PEH. Mais la deuxième biopsie cutanée a parlé de psoriasis pustuleuse. Donc, c'est un peu douteux, quoique, cliniquement parlant, ça fait plus psoriasis pustuleuse. Peut-être qu'il est porteur de la mutation commune. En fait, c'est la même mutation que c'est la même mutation. Les cas chez qui on a cette similitude, en fait, chez qui on retrouve la PEH sur un seul pustuleux, on est dans le cas de la même mutation du récepteur de l'interleukine 36. Donc, pour PEH et PEH, on reste sur la clinique et sur l'histologie. En fait, l'histologie, on avait revu avec Madame Amissi, était formelle, il disait que c'était un vous avez parlé de l'arthralgie. Est-ce qu'il y a eu un rhumatisme psoriasique chez les 2 patients? Est-ce que l'évolution, jusqu'à présent, il n'y a eu que des arthralgies? Peut-être que le fait qu'elle les arthralgies laisserait dire que dans l'avenir, ces patients vont faire un rhumatisme psoriasique. C'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, le traitement va faire du bien aussi pour le psoriasis. Si un traitement par biothérapie discuté, là, je crois que ça va faire donner une très bonne amélioration pour la teinte cutanée, je pense. Y a-t-il d'autres questions concernant ce travail? Alors, on passe à la communication suivante sur Madame Michel. Pour la dernière communication, je ne sais pas. Donc il y avait des signes cutanés, il n'y a pas eu de prélèvement mycologique justement pour confirmer l'agent. On n'a pas pu identifier. Le prélèvement qu'on a pu faire, elle n'a pas identifié ni germe ni un type de mycose particulier. Mais l'évolution a été marquée par la disparition. C'est un cas récent. C'est pour ça qu'on n'a pas pu refaire une autre biopsie. Parce qu'il n'y a pas eu d'identification biologique donc de l'agent fongique. Absolument. Donc on attend l'apparition des lésions pour refaire notre biopsie. Il y a d'autres questions concernant la communication sur le Dr Amassin? Mais sinon, moi je voudrais revenir à la communication sur la qui était présentée par l'équipe.
pour dire c'est un bon travail, sauf que tu as brossé un petit peu la forme typique. Mais la difficulté de la maître Kawasaki, c'est qu'il y a des formes atypiques de plus en plus. Surtout quand il y a une fièvre isolée, et surtout chez les nourrissons dont l'âge est inférieur à 1 an. Et c'est là la tranche d'âge qui expose plus aux complications coronariennes. Pour attirer l'attention des jeunes, comme quoi devant une fièvre expliquée, une fois qu'on a éliminé toute hypothèse infectieuse, il faut poser au Kawasaki, même si les autres critères manquent. Parce que de plus en plus, on a des formes où tous les critères ne sont pas présents. Premièrement. Deuxièmement, concernant, il y a quelque chose de très important, je ne dirais pas un critère, mais quelque chose de pathognomonique, c'est l'érythème siège avec desquamation du périnée. Alors l'érythème du périnée avec desquamation est quelque chose d'extraordinaire qui doit faire évoquer le diagnostic et que actuellement le comité de recherche japonais sur maître Kawasaki est en train de travailler pour essayer d'inclure dans les critères diagnostiques. C'est pour ça qu'il faut que les jeunes prennent toujours la peine de vérifier bien expliquer, même s'il y a un ou deux critères associés. Donc, déshabiller l'enfant, vérifier l'état du périnée. Alors, la déformation du périnée survient très tôt, vers le 5e jour. Contrairement à la déformation classique qui se voit, elle, dans le 15e jour dans la Kawasaki. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, je ne sais pas s'il n'y a pas de résistance aux immunoglobulines dans la petite série. On en a fait un cas. Un cas, oui. Mais j'ai dit que vous avez repassé la TGV. Oui. D'accord. Et après, ça marche. Parce qu'il y a des formes qui, malgré la deuxième période de TGV, ne répondent pas. Et c'est là où se pose la grande discussion par rapport aux autres alternatives thérapeutiques. Voilà, alors, et quant aux formes atypiques, bon, il y a pas mal. Vous avez parlé de la teinte rénale, mais il y a pas mal de mononucléoréniques, il y a la teinte hépatique avec aussi une vraie cytolyse. Il y a aussi les formes où il n'y a pas de fièvre, il n'y a que des hospitaux, la fièvre est absente, chose qui est très rare et qui quand même doit faire penser au diagnostic. Et puis bien entendu, quand je m'adresse aux jeunes, je leur dis examinez bien le malade parce qu'il ne faut pas porter rapidement le diagnostic de Kawasaki parce qu'il y a des formes, il y a des viroses qui peuvent prêter à confusion. Et c'est ça la grosse difficulté. C'est pour ça qu'il faut analyser aussi la biologie en mettant l'accent sur la VS, la CRP et les plaquettes. 3 choses qu'il faut retenir. La VS, la CRP et les plaquettes. Quitte à refaire le bilan 24 heures après ou 48 heures après, mais ne confondez pas avec la virose, surtout quand il y a une conjonctivite purulente qui normalement n'est pas purulente dans le Kawasaki. Et il y a aussi la toxidémie infectieuse qui peut aussi prêter à confusion. Donc, bien analyser les signes et ne pas stresser pour dire c'est un Kawasaki et pas de la tigine. Bon, c'est vrai que c'est un très bon médicament, mais qui coûte très cher. Et il faut donc peser un petit peu les indications. Voilà, c'était une petite remarque que je voulais apporter par rapport à cette pathologie. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la Kawasaki? Voilà, ça. Alors, si j'ai bien compris, l'érythème avec la desquamation associée du périnée, associé à une fièvre. Associé à une fièvre. Normalement, il doit y avoir de la fièvre. Ou bien les autres critères, c'est-à-dire une conjonctivite non purulente, un exanthème, un petit édème des mailles des pieds, du dos des mains et des pieds, voilà. Là, ça a beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. D'accord? Donc, Sarah, tu es prête? Donc, cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter une communication orale au sujet du syndrome de Wiskott-Aldrich. Donc, le syndrome de Wiskott-Aldrich, décrit par Wiskott en 1937, est mieux caractérisé par Aldrich en 1954, avec la démonstration du caractère récessif lié à l'X de cette maladie. Il faut savoir que c'est une maladie qui touche quasi exclusivement le garçon. Et l'identification du gène responsable du syndrome de Wiskott-Aldrich date de 1994. Donc c'est un gène qui régule le cytosquelette dactyle. Donc l'incidence exacte est méconnue et estimée à moins de 1 à 5 enfants atteints par 1 million de naissances. C'est un déficit immunitaire primitif qui est caractérisé par une triade, infection récurrente, eczéma qui peut être chronique ou aigu et une thrombopénie à petites plaquettes. Donc nous rapportons à travers cette communication orale 3 cas de Wiskott-Aldrich. Donc voilà, le premier cas, il s'agit du petit Adam, nourrisson Adam de sexe masculin, âgé de 8 mois, sans consanguinité parentale, dont dans les antécédents on retrouve un frère décédé à l'âge de 8 mois, dans un tableau d'eczéma et d'infection à répétition.
Dans les antécédents, on retrouve aussi une notion de convulsion avec souffrance néonatale, notion d'infection respiratoire récurrente, diarrhée, plusieurs épisodes d'otite congestive, eczéma chronique et 5 notions d'hospitalisation pour syndrome hémorragique, hématémèse, méléna et autoragie. Donc, à l'examen clinique est présenté un retard staturopondéral avec un poids de 7 kg, moins de DS, et une taille de 67 cm, moins de DS. Donc, il présentait à l'examen cutanéo-muqueux un eczéma qui était étendu. Il présentait à l'examen abdominal une hépatosplénomégalie. Pardon. Donc, on a fait un bilan, parce que j'étais en train de courir. Donc, on a fait un bilan, on a trouvé une sérologie HIV négative, une anémie hypochrome microcytaire avec une hémoglobine à 6,5, le taux de globules blancs à 12 820 et une thrombopénie à 4000 et avec un volume plaquettaire moyen à 6,7 diminué. Donc, une ferritinémie à 339 et une fibrigénémie à 3 grammes par litre. On a fait aussi le dosage des immunoglobulines avec un taux d'IgA à 2, IgM à 1,02 et IgE à 23. On a aussi fait un myelogramme qui a montré de petits infiltrats lymphoïdes et pas de blast. On a demandé aussi une biopsie ostéomédulaire qui a montré de petits infiltrats histiocytaires. Donc voici 2 photos qui illustrent bien l'eczéma au niveau du périnée et au niveau du cuir chevelu du nourrisson. Voilà. Donc pour le deuxième cas, il s'agit du nourrisson Yahya de sexe masculin, âgé de 22 mois, ayant des parents qui sont consanguins au premier degré, qui présentaient des otites à répétition, et un eczéma chronique, et une pleuropneumopathie à répétition, et un purpura hémorragique. Donc on a fait un bilan paraclinique objectivant à une radiothorax normale et une TDM thoracique avec un aspect envers dépoli et des foyers de condensation avec dilatation de bronches. Donc au bilan biologique, une anémie avec une hémoglobine à 10,1, c'était une anémie hypochrome microcytaire, un taux de globules blancs à 8058, un taux de PNN à 6636, et une thrombopénie à 18 000 et un volume plaquettaire moyen toujours diminué à 6,5. Donc on a fait aussi le dosage des immunoglobulines avec des IgA à 4,52, IgG à 10,4 et IgM à 0,35 g par litre. On a fait le dosage des sous-populations lymphocytaires qui étaient normales, CD3 à 7300, CD4 3810, CD8 à 2530, CD19 à 390 et CD16 à 80. Donc pour le dernier cas, il s'agit d'un nourrisson d'un enfant de 2 ans et 5 mois âgé de sexe masculin, sans consanguinité parentale, qui présente un eczéma chronique apparu à l'âge d'1 an, qui présentait des diarrhées chroniques, avec à l'examen clinique un retard staturopondéral de moins 3 DS avec un poids de 9 kg et une taille de 81 cm, qui présente aussi des taches purpuriques et des ecchymoses sans hépatosplénomégalie. Donc on a fait un bilan avec une sérologie HIV négative, une anémie avec une hémoglobine à 9,7, taux de globules blancs à 4624, un taux de PNN à 3865, une thrombopénie à 10 000 et un volume plaquettaire moyen diminué à 5,5. Aussi, on a fait un dosage des immunoglobulines avec des IgG à 26, IgA à 3,02 et IgM à 1,4. Donc, pour le myélogramme, il était normal. Donc, à travers ces observations, nous illustrons l'intérêt de l'examen morphologique plaquettaire dans toute situation de thrombopénie d'allure inexpliquée ou ne répondant pas au traitement en rapport avec l'hypothèse de diagnostic soulevée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'un déficit immunitaire qui est primaire défini par l'association d'une thrombopénie microcytaire et d'infection et d'eczéma. Donc, pour les manifestations infectieuses, ce sont surtout des manifestations des voies aériennes digestives de la peau qui sont dues à des germes courants ou opportunistes. Pour l'eczéma, c'est un eczéma qui peut être aigu ou chronique. D'accord. Donc, par la suite, alors, la transmission est récessive et liée à l'X. Donc, c'est le caractère hérité. Alors, le syndrome de Wiskott-Aldrich est hérité en tant que caractère récessif lié à l'X, c'est-à-dire que seuls les garçons sont atteints de cette maladie. Et étant donné qu'il s'agit d'une maladie héréditaire transmise en tant que caractère récessif lié à l'X, les constatations peuvent être similaires chez les frères et les oncles maternels. Donc, il est possible que les antécédents familiaux soient entièrement négatifs.
parce que la famille est petite ou en raison d'une nouvelle mutation. Donc on pense actuellement qu'environ un tiers des nouveaux diagnostics du syndrome de Wiskott-Aldrich résultent d'une nouvelle mutation s'étant produite au moment de la conception. Donc, si la mutation précise du syndrome Wiskott-Aldrich protéine est connue chez une famille donnée, il est possible d'effectuer un diagnostic d'ADN prénatal à partir de cellules obtenues par amniosynthèse ou biopsie du trophoblaste. Donc, pour le syndrome Wiskott-Aldrich, les anomalies moléculaires du gène sont situées sur le chromosome X, sur le bras court du chromosome X. Ils sont causés par des mutations dans le gène producteur d'une protéine qui porte le nom de la maladie, la protéine du syndrome de Wiskott-Aldrich. Le gène est situé bien sûr sur le bras court du chromosome X et la plupart de ces mutations sont uniques. Cela signifie que presque chaque famille a sa propre mutation caractéristique du gène. Et si la mutation est sévère et empêche presque entièrement le gène de produire la protéine du syndrome Wiskott-Aldrich, le patient est atteint de la forme classique et donc sévère. Par contre, s'il y a une certaine production de la protéine qui est mutée, seulement une forme atténuée de la maladie se manifestera. Donc, le syndrome de Wiskott-Aldrich fait partie des thrombopénies constitutionnelles avec plaquettes de petits volumes. Les mécanismes de survenue de cette thrombopénie ont été largement discutés dans la littérature. Ce sont des anomalies qui sont plaquettaires, qui ne sont pas liées à un défaut de production, mais à des anomalies du cytosquelette, survenant lors de la circulation plaquettaire dans les sinusoïdes spléniques. C'est-à-dire du fait de leur déformalité membranaire anormale liée aux anomalies du cytosquelette, les plaquettes du syndrome Wiskott-Aldrich de taille normale pourraient être détruites dans la rate, alors que les plaquettes de taille plus petite seraient soumises à moins de force de déformation et échapperaient à cette séquestration splénique. Donc, cette hypothèse expliquerait l'amélioration de la thrombopénie après splénectomie chez certains patients. Donc, le syndrome Wiskott-Aldrich est responsable de manifestations hémorragiques qui dominent souvent le tableau clinique initial et dont la cause d'une partie de la mortalité par hémorragie digestive et intracrânienne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que seulement 27% des patients présentent la triade complète. D'accord. Donc, la triade complète au diagnostic. Les premières manifestations sont hémorragiques, pétéchie, ecchymose purpura, épistaxis. Et puis, en raison d'une déficience profonde de la fonction lymphocytaire T et B, les infections sont courantes chez les patients atteints du Wiskott-Aldrich syndrome et peuvent intervenir toutes les classes de micro-organismes. Donc voilà, le diagnostic il repose sur l'histoire familiale, l'examen clinique et la démonstration d'une thrombocytopénie, plaquettes de taille réduite, nombre normal de mégacaryocytes et une production altérée d'anticorps, surtout en réponse aux antigènes polysaccharidiques. Donc une expression nulle ou réduite de la protéine de Wiskott-Aldrich syndrome et le test génétique de confirment le diagnostic. Donc la lymphopénie est d'apparition progressive, elle concerne surtout la sous-population T et elle est associée à des anomalies fonctionnelles. Il existe habituellement une augmentation des IgE et IgA avec une concentration normale d'IgG et une diminution des IgM. La thrombopénie franchement microcytaire est quasi constante au diagnostic et survient dès la naissance. Donc, tu peux conclure parce que là, d'accord. On ne peut pas empiéter sur la séance suivante. D'accord. Donc, en conclusion, l'association d'un syndrome hémorragique avec eczéma et infection récidivante doit faire évoquer le diagnostic de syndrome Wiskott-Aldrich. La recherche d'antécédents familiaux similaires de maladies auto-immunes associées à des investigations complémentaires sur le plan biologique et génétique permettent de confirmer une mutation du gène. Donc, la détermination de l'origine de cette thrombopénie a été d'un grand intérêt diagnostique puisque le seul traitement curatif est la transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques. Je vous remercie. Merci Sarah pour cette très belle présentation. Et donc, c'était la dernière communication de la séance. Y a-t-il des questions rapidement? Comme ça, on libère ça pour la séance suivante. Je donne juste une petite remarque là. De quelle mutation cellulaire? C'est-à-dire vous parlez du côté phénotype. Est-ce que vraiment génotypiquement ou quoi diagnostic? C'est des mutations de substitution ou des mutations? Oui, absolument. Oui. Le terme mutation cellulaire. Oui, absolument, c'est ça. Donc c'est une mutation qui concerne un gène, voilà, et qui est monogénique. Oui, mais pour la protéine qui code pour celle-ci, voilà. Vous parlez de côté Elle phénotype. de l'absence complète de la Protéine ou mutation. Qui peut laisser place à un petit peu. Je sais que
les fondamentalistes sont très exigeants sur ça. Voilà. Il y a un complément de la Hussein. Juste que en fait, surtout il faut faire attention à la taille des plaquettes. La thrombopénie, des fois, elle peut, c'est-à-dire être absente, et le syndrome hémorragique aussi, en général, on ne retrouve pas. C'est surtout l'eczéma, le sexe masculin, et puis, c'est-à-dire la taille des plaquettes. Et surtout, c'est souligner qu'il y a beaucoup d'auto-immunité qui font des insuffisances rénales avec atteinte rénale par défaut d'hygiène. Merci beaucoup. S'il y a plus de questions, je crois que je vais remercier en nom de la salle les différents